Et je reçois aujourd'hui un autre expert, c'est un bourgmestre qui quitte ses fonctions, c'est Charles Piquet. Je lui propose de me rejoindre ici. Charles Piquet, vous avez annoncé, c'était vendredi, vous avez envoyé une lettre importante, une lettre de démission, signalant que c'en était fini, que vous alliez arrêter votre mandat de mailleur à Saint-Gilles, après 37 ans de majorat, 40 ans dans un exécutif à Saint-Gilles. Il y a eu un petit pincement au cœur quand vous avez écrit cette lettre ? Non, pas vraiment, parce que c'était programmé depuis longtemps. Alors j'avais dit que j'enverrais ma lettre de démission quand l'un des derniers devoirs importants qu'il fallait exécuter était exécuté, à savoir la confection du budget pour cette année et évidemment pour les années qui viennent. Mais ça, c'était le 30 juin au Conseil communal. Et donc, après, le lendemain, c'était maintenant, je fais mes bagages, oui, je m'en vais. Oui, c'est ça, mais en fait, je pense qu'il faudra quand même encore quelques semaines pour que mon successeur prenne la fonction, dans la mesure où, vous le savez, il y a des prestations de serment, il y a toute une série de choses. Il y a le parquet qui doit enquêter aussi. Oui, oui, voilà, une enquête de moralité très sérieuse. J'espère que ça ira bien pour lui, oui. Oui, oui, sinon vous devez rester. Ah, non. Alors qu'allez-vous faire, Charles Piquet ? Est-ce que vous allez cultiver votre potager ? Est-ce que vous allez ranger votre collection de robots ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Mais moi, je pense qu'il faut consacrer un peu de temps à des loisirs que je n'ai pas pu avoir. Par exemple, 1 ou 2 voyages courts, pas très loin, des musées que je n'ai pas encore visités. Peut-être reprendre contact avec des amis que j'ai perdus de vue ou qui m'ont perdu de vue. Et puis, il y a la partie un peu plus sérieuse qui serait de remplir encore quelques fonctions non rémunérées, mais des fonctions qui peuvent être utiles. Je citais notamment l'idée de faire du coaching pour des jeunes entrepreneurs, etc. Bon, moi, j'ai une formation dans ce domaine. Oui, vous êtes économiste. Voilà, hein. Oui, voilà. Alors, il faudra que j'actualise peut-être certaines choses. Oui, les choses ont changé quand même. Oui. Est-ce qu'il y a une dynastie Piquet ? Est-ce que, un peu comme les Michel, est-ce qu'il va y avoir des Piquet un peu partout en politique ? Je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit à mes 2 fils. Pour faire de la politique, il faut quand même une peau assez coriace. Et je ne pense pas que ça rend toujours heureux, ça dépend des circonstances. Moi, je suis content d'avoir fait cette carrière politique parce que ça, je dis parfois, et avec un air un peu solennel, au fond, servir l'intérêt général, ça donne un sens à sa vie, quoi. Et puis, j'ai eu des contacts avec beaucoup de gens, une grande diversité de personnes. J'ai pu être utile, je crois, de temps en temps. C'est ça qui est quand même important. Oui, mais est-ce qu'ils vont suivre vos traces ? C'est ça la question. Je pense qu'il y en a un qui y a pensé, mais je pense qu'il sera malheureux parce que c'est un monde très aride. Donc vous lui déconseillez la carrière politique ? Oui. Est-ce qu'il y a un mea culpa à faire aujourd'hui ? Oh, il y a un mea culpa sur le plan politique, vous voulez dire. Oui. Mais sur le plan politique, il y a des choses que j'espère bien faites. Et puis, il y a des choses que je n'ai pas obtenues et donc que je perçois quand même un peu comme un échec. Je parlais hier de la fameuse communauté métropolitaine, donc cette espèce de communauté des communes de Bruxelles et de la périphérie pour pouvoir travailler ensemble à des problèmes qui sont transfrontaliers. Vous les connaissez, la mobilité, l'environnement, etc. Oui, pourquoi ça n'a pas marché ? Alors, parce que vous le savez bien, les Flamands ont toujours l'impression que c'est une tentative pour un jour rabattre les cartes en ce qui concerne les limites de Bruxelles. Et donc, voilà, ça ne s'est pas passé. C'est tout à fait irrationnel de ne pas faire ça, parce que c'est dans l'intérêt des 3 régions de travailler à une plus grande échelle. Bon, ça, c'est bon, voilà, je n'y suis pas parvenu. Mais est-ce qu'on y viendra un jour, vous croyez ? Ça ne va pas être facile, je peux vous le dire, parce que les rapports de force entre les communautés vont être probablement très favorables aux Flamands qui sont opposés à cela. Alors que je dis aux Flamands aussi, vous savez, bien développer le Brabant flamand comme vous le souhaitez, c'est aussi faire de Bruxelles un levier efficace de dynamique économique et on doit essayer de travailler ensemble. Mais bon, voilà, la Belgique. Et la région d'aujourd'hui, est-ce que c'est celle que vous aviez rêvée ? Est-ce que c'est vraiment à ça que vous pensiez quand on a commencé à mettre la région en place ? Et vous en étiez, puisque vous avez passé aussi 19 ans à la tête de la région. Oui. Il y avait quelques objectifs majeurs. On devait confirmer notre rôle de capitale européenne.
jusqu'à présent, n'est pas trop menacée. On avait aussi le souci de rénover beaucoup de quartiers. Et beaucoup de quartiers ont été rénovés. On avait aussi quand même l'ambition de la mixité sociale et culturelle. Vous savez, c'est un débat qu'on a souvent. Hein. Cette mixité sociale et culturelle, elle n'est pas une réalité dans tous les quartiers de Bruxelles. Donc ça, on n'y est pas arrivé pour vous? Pardon? Ça, on n'y est pas arrivé. C'est difficile et ça crée parfois des replis identitaires comme ça dans certains quartiers. Alors, je ne pense pas que la situation soit à l'image de certains qui la présentent, cette situation, comme extrêmement alarmiste, mais quand même, il y a des signes inquiétants de ce qu'on appelle l'entre-soi, le développement séparé des communautés, etc. On n'est pas parvenu toujours à mixer bien les populations dans certains quartiers. Et puis, il y a aussi, évidemment, le problème des infrastructures et des équipements. On a pu avoir des refinancements, c'est battu pour avoir des financements de Bruxelles plus justes, etc. Mais maintenant, une chose qui pourrait nous affaiblir, et je l'ai souvent dit, c'est de perdre peut-être le lien avec les Wallons, dont il ne faut jamais oublier hein, ça, qu'ils ont, eux, permis, par leur appui, de créer la région bruxelloise et d'obtenir des financements. Donc il faut garder ce lien avec la Wallonie. Il faut garder ce lien, mais vous savez bien que ce n'est pas à l'ordre du jour chez certains. Alors, je lisais ce matin Pascal Smet dans La Libre, qui disait « Si le projet est bon, tu le fais, malgré la volonté des gens, et à la fin, ils sont contents. » Et avant, il avait dit « Si je rends les gens heureux, je rends les gens heureux contre leur propre bonne volonté. » Est-ce qu'on fait le bonheur des gens contre leur volonté? Est-ce que c'est votre vision des choses? Non, on peut porter des projets audacieux qui, au début, peuvent rebuter, peuvent créer une vague de critiques, etc. Dire qu'on a toujours raison et la population va nous donner raison, ça, c'est pas certain. Il faut rester modeste. Donc, c'est une formule qui est peut-être un peu réductrice parce que je crois qu'il faut d'abord tester un peu la sensibilité des gens, et c'est tout le processus consultatif, etc. Mais quand on a consulté la population et que la population donne un avis qui est négatif, c'est pas pour soi qu'on doit abandonner le projet, parce que le politique, c'est aussi prendre ses responsabilités. C'est dire, moi, je pense qu'il faut le faire comme ça. Et si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, je perdrai les élections parce que vous serez contre moi. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Et puis, il faut essayer de convaincre aussi, parfois. Et il faut essayer de convaincre. Et il faut, quand il y a des projets, il faut prendre le temps de la pédagogie, de l'explication, du contact, ça, vous l'avez assez du dialogue. Pardon ? Est-ce que vous l'avez assez fait ? Je pense que, oui, moi, je l'ai fait, mais il y a toujours des gens qui se sont opposés à certaines choses que je voulais. Mais ça, c'est le débat. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a deux PS? On entend ça assez souvent, un PS laïque et un autre. Vous auriez voté comme Julien Uttendal contre la discipline de groupe opposée à l'étourdissement avant abattage. Est-ce qu'il y a un danger à cette affirmation identitaire dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a deux PS? Oui, il faudrait quand même bien se rendre compte qu'il y a deux débats dans le débat. Il y a le débat sur la souffrance animale, il y a le débat sur la laïcité. Moi, j'aurais voté, c'est vrai, pour une formule qui épargnait la souffrance aux animaux, c'est vrai, mais je n'aurais pas lancé le dossier comme ça, je n'aurais pas lancé le débat sans préparation, sans discussion. Alors, il y a un argument que je peux comprendre. Au sein du gouvernement, vous trouvez qu'on n'aurait pas dû laisser ce débat démarrer comme ça? Il fallait prendre le temps, il fallait expliquer plus. Il fallait aussi, je le crois, avoir plus encore de consultations. C'est quelque chose qui n'était pas prévu comme débat. Il est arrivé comme ça. Et donc, certains... Donc, j'étais pour l'étourdissement, je suis pour l'étourdissement, hein, donc les choses sont claires. Mais à un moment donné, il faut faire très attention de ne pas bousculer non plus certaines opinions publiques sans préparation. Parce que, je vais vous dire, certains sont toujours prêts à reprendre comme instrument de manipulation et instrument de pression sur certaines communautés ce qui apparaît à ces communautés comme une offensive contre eux. Hein. Donc, moi, je connais dans la population musulmane des gens qui sont tout à fait, je dirais, modérés, des gens qui ont le respect des règles et qui peuvent comprendre ce débat sur la souffrance animale. J'en connais d'autres qui, dès lors qu'on
dit quelque chose qui est contraire peut-être aux intérêts de certains de la communauté, profite de ça pour exciter plus le repli. Le repli. Et c'est ça qui est la crainte aujourd'hui, c'est que des débats comme ça suscitent à un moment donné des replis affinitaires, comme je dis. Hein, c'est ça le grand débat de la société de demain. Le grand débat de la société de demain, c'est la fragmentation en identités diverses, culturelles, sociales, etc. Nous sommes à l'aube d'une époque qui va être marquée par des affrontements entre justement des groupes qui se revendiquent soit d'un statut social, négligé, soit d'une culture. Mais ce que je comprends, c'est que devant ces défis, vous allez vous intéresser aux insectes. Alors, les insectes sociaux. Sociaux. Lesquels? Les fourmis. Et pourquoi? Mais parce que, vous devez savoir, c'est un secret que j'ai longtemps gardé, je ne voulais pas être économiste. Mon père m'a dit « tu seras économiste » parce que je voulais être entomologiste, biologiste ou entomologiste. Et je me suis toujours passionné pour cette société de fourmis, ça fait rigoler certains, mais quand on voit comment c'est organisé sur base de logiques très différentes des nôtres, heureusement d'ailleurs, hein, l'individu n'y a aucune importance et le principe moral est un peu absent, mais c'est fascinant quand même. Mais je suis surtout intéressé par les insectes pollinisateurs. Vous voyez ce que c'est? Oui. Ah ben, ils participent pour une grande partie à la production agricole et donc ainsi je parviens à concilier mon intérêt pour l'entomologie, les insectes, avec les logiques économiques. Oui, on reconnaît l'écolo-productiviste qu'on a ici. Merci Charles Piquet d'être venu nous parler de cette fin de mandat, même si encore pendant l'été, vous serez encore bourgmestre en attendant que Jean Spinette prenne les rênes. Au revoir, on se retrouve demain.